Le mariage, au-delà des considérations psychologiques, sociales, spirituelles ou religieuses, ça reste quand même le régime fondamental du couple. Il y a des couples qui sont unis depuis des décennies, des dizaines d'années, qui ont des enfants, du patrimoine commun et qui n'osent pas se marier. Beaucoup de personnes pensent que l'engagement se fait que par rapport au régime matrimonial. À partir du moment où on a un patrimoine commun ou des enfants en commun, les deux partenaires sont unis. C'est vrai que la vision du mariage a évolué depuis plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire sur la vidéo qui parlait des mariages, le pax et le concubinage, le fait que le mariage évolue avec le temps. Et aujourd'hui, on peut avoir des avis qui sont quand même très nuancés sur le mariage. Donc, je vais vous détailler aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi est-ce si intéressant et pourquoi il est considéré comme étant le régime fondamental du couple et pourquoi pas juste le concubinage ou même le pax. Peu importe le choix du régime matrimonial que vous allez choisir, que ce soit le pax, le concubinage ou le mariage, il faudra l'améliorer. Ce serait intéressant de l'améliorer via un testament, une assurance vie et aussi le choix du régime matrimonial. Le mariage est nécessairement reçu par le maire. Il se peut que dans certains cas, on opte pour un contrat de mariage. Dans ce cas-là, c'est le notaire qui va s'en charger et il prendra effet à compter du premier jour du mariage. Pour qu'on soit marié, il faut pas que les deux partenaires aient un lien de parenté, il ne faut pas qu'il y ait d'alliance, il ne faut pas qu'ils soient paxés. Dans le cadre du pax, il ne faut pas non plus qu'ils aient un lien de parenté, il ne faut pas non plus qu'ils aient une alliance et il ne faut pas qu'ils aient moins de 18 ans, sauf si ils ont une dérogation. Parfois, on peut se poser la question de quelle loi est applicable par rapport à mon mariage. Si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo pour les cas un peu particuliers. Une fois qu'on a décidé de se marier, c'est le rôle de l'officier d'état civil de rappeler aux époux leurs droits et même leurs devoirs. Quand on est marié, on a des devoirs. L'article 212 du Code civil les énonce. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Le régime impératif impose aussi des devoirs patrimoniaux. Si les deux mariés ont un bien commun, un des deux époux ne pourra pas provoquer la vente du bien sans avoir le consentement de l'autre époux, mais pas forcément l'encaissement. Ceux qui font de la comptabilité arrivent bien à distinguer la différence entre un encaissement et une vente. Un autre devoir des époux, c'est gérer les dépenses de la vie normale, de la vie courante. Ils se doivent aussi d'être solidaires entre eux. Un des deux époux qui peut être en difficulté pourrait être représenté judiciairement par l'autre époux. On a vu que les époux avaient des devoirs, mais ils ont aussi leur part d'autonomie. On a plusieurs articles du Code civil qui énoncent tous les domaines d'autonomie auxquels les époux ont droit. On va commencer par l'autonomie ménagère, article 220 du Code civil. L'autonomie ménagère permet à chacun des époux d'engager librement, comme il le veut, toutes les dépenses nécessaires pour la vie courante, pour la gestion des enfants, la gestion du ménage. C'est aussi l'éducation des enfants, tout ce qui est vraiment lié au foyer. Et pour ça, on n'aura pas besoin de l'accord de l'autre. Les courses, les paiements des factures, les frais de scolarité, l'éducation des enfants, les frais médicaux. Si un époux contracte une dette par rapport au ménage, l'autre époux est quand même responsable, parce qu'ils sont solidaires entre eux, même s'il n'a pas donné son accord. Par contre, pour les dettes les plus excessives, ou même les emprunts, ou les crédits à long terme, ou des montants vraiment excessifs, l'autre époux, même sans son accord, n'est pas obligé, n'est pas concerné par cette dette. On va prendre l'exemple avec un couple. Si jamais le mari décide d'acheter un canapé à 1200 € sans en parler à sa femme rentre à la maison, on voit un canapé à 1200 € et elle dit « Wow, qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait un cadeau ?» Il lui dit oui. Si jamais il a du mal à rembourser le canapé, sa femme peut être concernée et même sa femme peut être responsable du remboursement du paiement du canapé. Par contre, si le mari décide d'acheter une voiture de luxe, il prend un crédit, la femme, elle sera pas tenue responsable du remboursement de cette voiture de luxe. Ça n'a rien à voir. La deuxième forme d'autonomie, c'est l'autonomie bancaire, article 221 du Code civil. Vous savez que même si vous êtes marié, vous avez le droit d'ouvrir votre propre compte bancaire à votre nom. Vous pouvez gérer votre compte comme vous voulez, gérer vos cartes de crédit, tout ce qui rentre, tout ce qui sort sans avoir l'accord de votre conjoint. On va dire que le seul point négatif avec ça, c'est que si le compte est géré par un époux qui décède, l'autre n'aura pas accès à ce compte, sauf en cas de procuration ou alors si il y avait un compte joint. Oui, là, s'il y a un compte joint, forcément que les deux, ils peuvent avoir accès. Si par exemple, un des deux époux ouvre un compte bancaire pour son entreprise, l'autre époux n'a aucun droit là-dessus. La troisième forme de liberté, c'est l'autonomie mobilière, article 222 du Code civil. Celui-là, il pourrait peut-être en surprendre quelques-uns. Est-ce que vous savez que les époux, ils ont le droit de vendre, d'acheter tout, même si ça appartient au couple, sans l'accord de l'autre. Même si vous êtes marié sous la communauté réduite aux acquets. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disent oui, voilà, on a acheté une voiture à deux, je peux pas la vendre tout seul. C'est totalement faux. Même si vous êtes marié, vous pouvez vendre la voiture, même sans l'accord de votre conjoint. Par contre, le faites pas. Moi, un conseil, si vous voulez rester marié longtemps, échangez, parlez, le dialogue. C'est important. C'est pas parce que vous avez le droit qu'il faut forcément léser votre époux. S'il s'agit d'une grosse vente, quelque chose qui lui tient à cœur et tout, voilà, la moindre des choses serait de lui en parler ou même de
d'avoir son accord. Vous pouvez le faire sur son accord, mais c'est un petit peu malsain. Par exemple, vous avez le droit de vendre une télé, de vendre un canapé sans son accord. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais voilà, encore une fois, vaut mieux en parler, dialoguer, avoir son consentement que ne pas l'avoir. Et il peut même engager quelques biens en tant que garantie, par exemple pour les gages ou les prêts sur gage, sans l'accord de son conjoint. Les limites de l'autonomie immobilière, c'est que l'autre époux ne peut pas contester une vente. Ça veut dire que si un des deux veut vendre quelque chose, même sans l'accord, même si l'autre il conteste, il n'a pas le droit de contester. On peut pas, même si on est marié. Par contre, il y a seulement un cas où l'époux peut contester une vente, c'est si jamais cette vente peut mettre en péril les intérêts du couple. Ou alors s'il y a une fraude. La quatrième forme d'autonomie, c'est l'autonomie professionnelle, article 223 du Code civil. Et ça aussi, j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, je suis marié, je peux pas faire cette activité, etc. Il faut l'accord de ma femme. C'est totalement faux. Si votre mari, il veut travailler en boîte de nuit, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de l'autorisation de sa femme pour le faire. Aucun époux ne peut s'opposer ou empêcher un choix professionnel. Donc, quand on est marié, même sous la communauté réduite aux acquets, chacun peut faire le travail qu'il veut, gérer ses revenus comme il le souhaite, sans avoir besoin de l'accord de l'autre. Et même si l'autre n'est pas d'accord, on n'a pas besoin de son avis. Mais, si vous voulez que votre mariage dure longtemps, encore une fois, le mieux est le dialogue. Ça vaut pour empêcher son époux d'accéder à une entreprise ou même d'ouvrir sa propre entreprise, c'est pas possible. Si on veut recourir à un moyen légal pour l'en empêcher, c'est mort. Mais ça vaut aussi pour l'interdire de travailler en disant tu vas rester à la maison, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Légalement, c'est interdit, on n'a pas le droit. Et la cinquième forme d'autonomie, c'est l'autonomie patrimoniale, article 225 du Code civil, qui dit que chaque époux peut disposer librement de tout son patrimoine personnel. Chacun peut gérer ses biens propres comme il l'entend. Même si on est marié sous le régime de la communauté, on peut disposer librement de nos biens, les acheter, les vendre, les louer, sans l'accord du conjoint. Un époux peut acheter une maison, un appartement, une voiture de luxe, tout ce qu'il veut, sans l'accord de son conjoint, et ça rentrera dans son patrimoine en biens propres, même s'il est marié sous un régime en communauté, si jamais l'argent qui a été utilisé pour acheter ce bien propre a été acquis soit par une donation avant le mariage, ou même par une donation qui a été reçue avant le mariage. Il y a d'autres facteurs qui jouent sur les biens propres et les biens communs. Mais j'en ferai une vidéo spécialement dédiée sur la répartition du patrimoine au sein d'un couple dans le mariage. Et si on est marié sous le régime de la séparation de biens, à ce moment-là, chacun des époux gère son patrimoine comme il l'entend. C'est vrai qu'il est très important de bien sélectionner la personne avec qui on va se marier. Parce que le mariage, ce n'est pas juste, on va avoir un patrimoine commun, on va avoir des biens immobiliers, un patrimoine ensemble, des enfants ensemble, une vie commune, devoir d'assistance, devoir de secours. Ça concerne le mariage, vous avez des devoirs, des principes, devoirs de fidélité, etc. C'est vrai, de respect, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les situations de crise. Et la loi prévoit des dispositifs pour que votre conjoint, votre époux, puisse vous représenter dans ces situations-là, dans ces moments-là, en cas de crise, en cas d'incapacité. Et en cas de vulnérabilité, votre époux peut vous représenter à votre place. Lorsque vous vous mariez avec quelqu'un et que ça ne va plus, vaut mieux divorcer, parce que si vous arrive un truc, c'est votre mari qui va parler à votre place. Et il aura le droit. Et ça, aux yeux de l'État, si jamais vous êtes dans un tribunal, vous êtes jugé, vous devez remplir un acte. Si vous voulez vous marier, il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre partenaire. Si jamais votre partenaire, et ça c'est l'article 217 du Code civil qui en parle, si jamais votre partenaire ne veut pas vendre un bien, et que vous voulez le vendre, vous pouvez saisir le juge pour forcer la vente si vous démontrez que c'est dans l'intérêt du couple. C'est pour ça que je dis que si vous vous mariez avec quelqu'un, il faut vraiment que vous ayez des intérêts communs et surtout que vous fassiez confiance. Lorsque vous vous mariez, vous êtes deux, vous êtes plus un, vous êtes deux, vous représentez une entité commune. Tout ce que vous faites, c'est dans l'intérêt du couple. Si vous faites quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du couple, votre époux peut saisir le juge. Si c'est dans l'intérêt du couple, ça va se faire. L'article 219 parle aussi d'une représentation prolongée. Une incapacité mentale, une absence prolongée ou même une maladie grave. Dans ce cas-là, c'est son époux qui va pouvoir gérer seul les affaires à sa place. Donc ça permet une protection juridique en cas d'incapacité. Le mariage, ce n'est pas juste, encore une fois, partager des biens immobiliers ensemble, avoir un enfant ensemble. C'est aussi une protection juridique. Si vous êtes malade, si vous avez un grave problème de santé, si vous ne pouvez plus gérer seul ou si même vous agissez pas dans l'intérêt du couple, votre époux peut le faire à votre place. L'article 219 permet surtout, si vous arrive quelque chose de grave, que quelqu'un puisse être là pour vous. C'est des mesures qui peuvent un peu rappeler le système des curatelles ou même des tutelles, parce qu'on a une protection juridique qui protège l'époux en cas d'incapacité, en cas d'imprévu. Vous voulez annuler votre mariage. Il y a deux cas pour rompre un mariage. Le premier, c'est le divorce. Le deuxième, c'est le décès. Contrairement au pax ou au concubinage, lorsque vous êtes marié, le conjoint survivant est héritier de ce que vous avez.
Les époux forment leur propre foyer fiscal. Ils seront à deux et même s'ils sont sous un régime de séparation de biens. Par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière, on va prendre en compte les revenus du couple, pas seulement de l'un ou l'autre. Si les deux membres du couple ont 700 000 euros de patrimoine immobilier chacun, impôt sur la fortune immobilière qui s'impose. J'en ai fait une vidéo, l'impôt sur la fortune immobilière, dans quel cas il s'applique. Même si on est marié sous la séparation des biens, sur la communauté réduite aux acquis, est-ce qu'on est forcément imposable sur l'impôt sur la fortune immobilière? J'en ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, je vous invite à la visionner. Le but de la vidéo, ce n'est pas de vous inciter à vous marier ou de vous inciter à ne pas vous marier. Le but de la vidéo, c'est vous rappeler tous vos droits et vos devoirs en tant que époux. Lorsque vous êtes marié, vous avez des devoirs, vous avez des droits et sachez que le mariage, encore une fois, ce n'est pas juste on signe un bout de papier, on met un anneau et après, voilà, on marche tranquille. Non, c'est pas juste ça le mariage. Le mariage, c'est aussi une affaire de protection. Dans les imprévus, on le soutient moralement, psychologiquement, on le soutient, on est là pour lui, on fait des choses à deux, on ne fait plus les choses pour soi-même et en contrepartie, on bénéficie de pas mal d'avantages civils. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire en commentaire. Si jamais vous voulez dire des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo, si jamais vous voulez ajouter des éléments, n'hésitez pas. Et pour toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées dans la gestion et la création de leur patrimoine pour des projets seuls ou même des projets communs, vu que vous êtes mariés, peut-être que vous vous intéressez au mariage, ou même des projets communs, des projets familiaux, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, mon Calendly, et dans la description, c'est gratuit.